Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Dr Valérie Morin. Dr Morin a fait ses études de médecine et sa résidence en obstétrique-gynécologie à l'Université Laval de Québec. Elle a ensuite complété un fellowship en médecine maternelle et fœtale à l'Université de la Colombie-Britannique. Dr Morin travaille comme obstétricienne au centre Mère-Enfant-Soleil du Centre hospitalier universitaire de Québec. Elle est présidente du comité de la morbidité et de la mortalité périnatale au CHU de Québec. Elle est également professeure titulaire à l'Université Laval et responsable du cours Système reproducteur MED 1223 au niveau préclinique pour les étudiants en médecine. Elle s'implique dans l'enseignement auprès des externes et des résidents en milieu hospitalier. Docteur Morin, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Alors, on va parler aujourd'hui de spina bifida et d'hydrocéphalie, les enjeux liés à la grossesse. Ce n'est pas un sujet sur lequel on présente souvent. Moi, c'est la première fois que je présente sur ce sujet-là. Alors, ça m'a donné l'occasion de faire une revue de littérature et ça me fait bien plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, les objectifs de la présentation. Alors, j'espère qu'à la fin de la présentation, les participants pourront mieux connaître les recommandations pré-grossesse pour les femmes ayant un spina bifida ou de l'hydrocéphalie, les particularités du suivi de grossesse et de l'accouchement, ainsi que les recommandations postpartum. Il est intéressant de voir que c'est un article qui a été publié là, en 2020, alors quand même là, récemment, que les femmes ayant un spina bifida ont plus de difficultés que d'autres groupes de personnes à obtenir de l'information en lien avec la grossesse. Et ça, principalement pour deux choses. Il y a très peu d'études sur le sujet et aussi le personnel de la santé est assez peu informé pour ces problématiques-là en lien avec la grossesse. Pourtant, depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de femmes ayant un handicap physique qui choisissent d'avoir une grossesse. Alors, avant de parler du suivi proprement dit, là, en antépartum, pré-grossesse, en intrapartum et en postpartum, on va aller avec quelques généralités sur les risques liés à la grossesse quand on a un handicap physique et on va parler aussi un peu plus spécifiquement là, des risques liés au spina bifida et à l'hydrocéphalie. Alors, on sait que les femmes qui ont un handicap physique ont un risque augmenté de travail prématuré et de rupture prématurée des membranes. Alors, quand on a une date prévue pour accoucher, c'est à 40 semaines, mais dès qu'on est à 37 semaines, on est à terme. Alors, on sait que les femmes, entre autres qui ont un spina bifida, ont un peu plus de risque d'accoucher avant terme, alors avant 37 semaines, soit parce que les membranes rompent prématurément ou que les femmes ont un travail prématuré. Les femmes avec un spina bifida ont aussi un peu plus de risque d'hypertension de grossesse. Alors, même si on n'est pas hypertendu en pré-grossesse, les hormones de grossesse font qu'on est un petit peu plus à risque de développer de l'hypertension en grossesse. Et on peut développer aussi une pathologie qui est spécifique à la grossesse, qu'on appelle là, la prééclampsie. Alors, la prééclampsie, c'est de l'hypertension liée avec une augmentation là, de l'enflure. Les femmes enceintes sont normalement enflées, mais là, c'est une enflure qui est prédominante. Et aussi des protéines dans les urines. Dépendant à combien de semaines de grossesse ça arrive, ça peut mener à un accouchement là, prématuré. Des fois, on est obligé d'induire le travail prématurément. Et on sait que la grossesse en elle-même augmente les risques d'infection urinaire à cause de l'effet relaxant sur tout le système urinaire là, secondaire à l'action de la progestérone. Et les femmes ayant un spina bifida sont habituellement un peu plus à risque d'emblée d'infection urinaire et ce risque-là est accru pendant la grossesse. Si une infection urinaire basse n'est pas traitée, on a une augmentation du risque aussi d'avoir une pyélonéphrite. Toutes les femmes qui ont un handicap physique ont un risque augmenté en grossesse. Si on parle plus spécifiquement des femmes avec un spina bifida, le risque de césarienne est autour de 39 % dans une étude publiée en 2019. Alors que, puis ça c'est pour des premiers bébés, alors que pour des femmes sans handicap physique, le risque de césarienne est autour de 20 %. Alors, on a un risque accru de césarienne. Alors, pourquoi les femmes ayant un spina bifida sont plus à risque d'avoir une césarienne? Il y a quand même plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Un peu plus de risque de malprésentation.
Alors, la malprésentation la plus fréquente, c'est un bébé en siège. Dès que le bébé n'est pas placé là, en céphalique, la tête en bas, on parle de malprésentation. On peut avoir un bébé qui est soit en transverse, on peut avoir une présentation de l'épaule. Alors, à ce moment-là, ça augmente le risque d'avoir une césarienne. Si une patiente a un bébé qui est en malprésentation, normalement, on va directement là, vers la césarienne. L'autre chose, si, puis on va en reparler un petit peu plus tard là, de l'atteinte pulmonaire, quelqu'un qui aurait une atteinte pulmonaire, l'atteinte pulmonaire liée avec le spina bifida, c'est surtout un syndrome restrictif. Alors, s'il y a une atteinte pulmonaire importante, des fois, on va orienter plus les femmes vers une césarienne qu'un déclenchement ou un accouchement vaginal. S'il y a une déformation du pelvis importante, des fois, le pelvis peut ne pas là, être... en fait, le bébé peut avoir de la misère à passer là, au niveau du pelvis s'il y a une déformation du pelvis. Alors, des fois, on va prévoir une césarienne ou sinon, on va voir qu'en travail, ça ne progresse pas normalement et on va plutôt s'orienter vers une césarienne. Les femmes qui ont une reconstruction urinaire, à ce moment-là, on consulte habituellement l'urologue pour savoir quels sont les risques associés. Est-ce qu'il y a des risques de détérioration de la fonction urinaire si on accouche par voie vaginale quand on a eu une reconstruction urinaire? Alors, si ça augmente le risque, entre autres, d'incontinence, ça se peut que ça nous oriente plus là, vers une césarienne. Une chose intéressante, les femmes qui ont un spina bifida avec une hydrocéphalie et une anomalie d'Arnold-Chiari sont plus à risque de césarienne que les femmes avec un spina bifida sans ces facteurs. Alors que l'hydrocéphalie en tant que telle n'est pas un facteur de risque de la césarienne, c'est quand même difficile là, à expliquer pourquoi les femmes qui ont un diagnostic d'hydrocéphalie sont plus à risque d'avoir une césarienne. Une des explications pour ça et une des explications pourquoi, en général, les gens qui ont un handicap physique sont plus à risque d'avoir une césarienne, il y a probablement une des explications qui est que les gens, les professionnels ont un peu plus d'appréhension et vont des fois s'enligner plus facilement, se diriger plus facilement vers une césarienne qu'un accouchement vaginal, alors que ce n'est pas nécessairement là, indiqué dans tous les cas. Les femmes qui ont une hydrocéphalie sans spina bifida et un shunt, les issues de grossesse, les risques liés à la grossesse comme telle sont habituellement similaires à la population générale. Alors, les risques quand on a une hydrocéphalie et un shunt, les risques sont assez similaires à une grossesse là, sans ces particularités-là. Une chose à savoir, par contre, avec l'utérus qui grossit, il y a toujours un petit risque, particulièrement en fin de grossesse, là, particulièrement au troisième trimestre, après 28 semaines de grossesse, qu'il puisse y avoir une obstruction là, au niveau du shunt. S'il y avait une obstruction, les gens pourraient se mettre à avoir des maux de tête, à avoir des étourdissements. Ça peut causer là, un inconfort assez important. Dans la grande majorité des cas, un traitement conservateur va être suffisant pour diminuer les symptômes et rarement une femme enceinte va avoir besoin là, d'être opérée pour son shunt qui est bloqué pendant la grossesse. C'est des cas vraiment là, anecdotiques dans la littérature. Alors, normalement, l'hydrocéphalie avec un shunt, c'est très bien toléré là, pendant la grossesse et le shunt continue de bien faire son travail. On sait aussi que dans le groupe des femmes avec un handicap physique, on a remarqué une légère tendance à l'augmentation de risque de dépression postpartum. Alors, c'est quelque chose là, qu'il faut surveiller dans la période postpartum. Alors, quelles sont les recommandations pré-grossesse? Alors, quand c'est possible, c'est toujours bien de voir une femme qui a soit une hydrocéphalie ou un spina bifida ou un spina bifida et une hydrocéphalie, de voir les femmes en pré-grossesse parce que ça nous permet de faire une évaluation, de voir est-ce qu'il y a certains tests à faire en pré-grossesse et de prévoir là, avec la femme le suivi de grossesse. Alors, d'abord, évaluation de la condition médicale. Alors, quelle est l'importance de l'atteinte neurologique? On va en reparler là, selon le niveau de l'atteinte. Ça a certains impacts là, pendant le travail. Il y a certains risques associés selon le niveau de l'atteinte. On va en reparler. Et aussi, il y a 3 systèmes importants à évaluer. D'abord, le système respiratoire. Alors, un des facteurs qui peut jouer au niveau du système respiratoire, c'est principalement si au niveau de la colonne, il y a une scoliose ou une kyphoscoliose. Et ce que ça peut entraîner, la scoliose et la kyphoscoliose,
c'est un syndrome restrictif au niveau respiratoire. La plupart des femmes qui ont un syndrome restrictif vont quand même bien tolérer la grossesse, mais c'est à évaluer avec des tests respiratoires avant la grossesse pour savoir un peu là, à quoi on s'expose en grossesse. Alors, la plupart des patientes vont bien tolérer la grossesse. Des fois, au 3e trimestre, à cause du volume de l'utérus, il y a une compression qui est augmentée au niveau du système respiratoire et des fois, à ce moment-là, les patientes vont présenter plus d'inconfort, plus de difficultés respiratoires et ça peut être une raison, dans certains cas, pour devancer l'accouchement. Alors, même chose, la condition urinaire. Alors, test de fonction respiratoire, juste pour conclure pour la fonction respiratoire. Au besoin, on fait des tests de fonction respiratoire et on fait voir au pneumologue si on a besoin. Au niveau urinaire, surtout chez des femmes qui ont une vessie neurogène et qui auraient fait des infections urinaires à répétition, c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte de la fonction rénale. Alors, c'est bien d'avoir là un dosage de la créatinine. Si on a une insuffisance rénale secondaire à des infections répétées, là aussi, ça augmente nos risques de complications en grossesse. Au niveau digestif, on sait que la grossesse elle-même augmente le risque de constipation, alors on évalue là, la fonction digestive. On doit discuter aussi le risque d'anomalie du tube neural. Alors, on sait que dans la population générale, le risque d'anomalie du tube neural est à peu près de 5 cas et demi sur 10 000 naissances au total. Si on a un parent du 1er degré qui a une anomalie du tube neural, quand on parle de parents du 1er degré, c'est soit le père, la mère, un frère ou une sœur. À ce moment-là, le risque d'anomalie du tube neural est augmenté à 4 à 5 %. On sait depuis plusieurs années que l'utilisation de l'acide folique diminue de façon quand même importante le risque d'anomalie du tube neural. Quel est le rôle de l'acide folique? L'acide folique est un nutriment là, essentiel dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN et est particulièrement impliqué là, dans le développement et la formation du tube neural. Et on sait que la demande est augmentée vraiment surtout à la première partie de la grossesse. Alors, c'est important d'en discuter et on va le voir, de consommer, là, de prendre des vitamines incluant l'acide folique en pré-grossesse. Depuis 1998, toutes les farines sont enrichies d'acide folique. Alors, ça a aidé à diminuer le risque d'anomalie du tube neural pour le fœtus, mais on doit avoir aussi un surplus d'acide folique en pré-grossesse et pendant le début de la grossesse principalement. Alors, acide folique, 3 mois pré-conception. Alors, pour tout le monde, on recommande l'acide folique pré-conception. Pourquoi c'est si important de l'avoir 3 mois pré-conception? Ce qu'il faut savoir, c'est que la fermeture du tube neural se fait très rapidement après la conception. Alors, 28 jours post-conception, on prend toujours pour l'âge de grossesse à partir de la date des dernières menstruations. Alors, 28 jours post-conception, c'est 6 semaines de grossesse. Alors, déjà, à 6 semaines de grossesse, le tube neural est fermé. Alors, on comprend l'importance d'avoir une bonne quantité d'acide folique en préconception et particulièrement pour la première partie de la grossesse. Alors, les recommandations pour des gens qui sont à risque faible ou à risque modéré d'anomalie du tube neural, la recommandation d'acide folique, 3 mois préconception, de 0,4 à 1 mg d'acide folique. Alors, toutes les vitamines prénatales vont contenir au moins 0,4 mg d'acide folique, mais la plupart vont contenir là, 1 mg d'acide folique. Les seuls cas maintenant où on recommande de prendre entre 4 et 5 mg d'acide folique par jour, c'est si on a un parent du 1er degré atteint. Alors, je le répète, soit père, mère, un frère ou une sœur. À ce moment-là, on y va avec 4-5 mg d'acide folique par jour à prendre au moins en 3 mois pré-grossesse. Et une chose importante qui, des fois, en pratique, on néglige un peu, c'est que les recommandations canadiennes mentionnent qu'on ne devrait pas juste prendre l'acide folique en préconception, mais prendre vraiment une multivitamine. Il y a le fer, la vitamine B6, entre autres, qui peuvent diminuer aussi le risque de certaines autres anomalies, comme anomalie cardiaque, fente labio-palatine. Alors, c'est vrai que le plus important dans les vitamines, c'est l'acide folique, mais il ne faut pas négliger l'importance du reste des vitamines. Alors, on devrait prendre de l'acide folique, mais dans une multivitamine idéalement.
Alors, je vous l'ai dit, si on est à risque, il faut prendre 4-5 mg d'acide folique. Alors, dans les multivitamines, la plupart des multivitamines ont 1 mg d'acide folique. Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est prendre des multivitamines habituelles de début de grossesse et se prendre séparément 3 à 4 3 à 4 comprimés d'1 mg d'acide folique. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas prendre 4 ou 5 vitamines parce que, oui, on va avoir nos 4 ou 5 mg d'acide folique, mais là, on va augmenter tout le nombre des vitamines. Il y a certaines vitamines qui, en trop grande proportion, là, sont moins bonnes. Entre autres, là, la vitamine A. Si on avait une quantité trop importante de vitamine A, ça peut entraîner là, des risques. Et il y a certaines vitamines qui contiennent d'emblée 5 mg d'acide folique qui peuvent être prescrites aussi. Alors, c'est ce qu'on a comme recommandation en pré-grossesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans notre suivi en antépartum? Alors, on va voir la période antépartum, ça veut dire la période pendant la grossesse, et on va s'attarder aussi au suivi en intrapartum. Alors, qu'est-ce qu'on surveille en travail? Alors, les vitamines prénatales à dose élevée pour des gens qui ont un facteur de risque, qui sont à risque élevé d'anomalie du tube neural, on les poursuit jusqu'à 12 semaines de grossesse. Alors, la recommandation, c'est de poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre, autour de 12 semaines de grossesse. On continue le 4 à 5 mg d'acide folique. Alors, je le rappelle, le plus important, c'est en pré-grossesse et au tout début, parce que le tube neural se ferme là, rapidement. Et après 12 semaines de grossesse, en fait, le vrai premier trimestre, ça a fini à 14 semaines. Alors, entre 12 et 14 semaines de grossesse, à ce moment-là, on peut revenir à nos vitamines, on va y revenir tout à l'heure aussi, à nos vitamines de 1 mg. Alors, quand on prend les multivitamines à 4 à 5 mg d'acide folique, au moins 3 mois péri-grossesse et pour le premier trimestre, le risque d'anomalie du tube neural passe de 4 à 5 à 1 Alors, on diminue de façon significative avec l'acide folique et les multivitamines le risque d'anomalie du tube neural. Et comme je le disais, une fois que le premier trimestre est passé, là, on peut revenir à nos multivitamines normales. On n'a pas besoin de prendre un surplus d'acide folique. Ça ne fait pas de différence là, si on prend de l'acide folique en surplus pour le reste de la grossesse. Alors, l'échographie de clarté nucale, maintenant, l'échographie de clarté nucale est recommandée pour tout le monde en début de grossesse. La clarté nucale, ce que c'est une mesure qu'on fait autour de 12 semaines de l'épaisseur du cou du bébé à l'échographie. Et on sait que si la clarté nucale est un peu augmentée, on a un risque plus élevé d'anomalie chromosomique. Alors, ça fait partie du dépistage prénatal qu'on offre là, à toutes les femmes. Fait que ça, c'est la clarté nucale là, typique. De plus en plus, il y a des études sur ce qu'on appelle la clarté nucale intracrânienne. Alors, c'est au même moment où on fait l'évaluation de la clarté nucale, on peut mesurer aussi ce qu'on appelle la clarté nucale intracrânienne. Alors, ça, c'est une mesure finalement du tronc cérébral. Et quand cette mesure-là est un peu élargie, on sait qu'il y a un peu plus de risque que le bébé ait une atteinte là, liée à une anomalie du tube neural. Alors, si on voyait à 12 semaines une fosse postérieure, en fait, un tronc cérébral un peu plus large, à ce moment-là, on recommanderait d'avoir une échographie plus tôt, autour de 16 semaines de grossesse. Si tout est normal, l'échographie suivante se fait à 20 semaines de grossesse. Il y a été un temps où on faisait un dosage de l'alpha-fétoprotéine chez les femmes qui avaient un spina bifida, parce que comme on sait que le bébé est un peu plus à risque, si un fœtus a un spina bifida, l'alpha-fétoprotéine au niveau sanguin chez la mère peut être plus élevé. Alors, il y a été un temps quand nos machines d'échographie étaient moins bonnes où on faisait ce dosage-là. Maintenant, c'est un usage très limité, étant donné que nos machines d'échographie sont excellentes pour évaluer là, le tube neural chez le fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on suit pendant la grossesse chez une patiente qui a un spina bifida? On sait qu'il peut avoir une augmentation des problèmes là, de mobilité en raison de la prise de poids. Le fait que la progestérone cause un effet relaxant au niveau de tout ce qui est musculaire, au niveau ligamentaire, fait qu'il peut avoir un moins bon support au niveau des différentes structures, particulièrement au niveau du bassin. Ça aussi, ça peut, plus on avance en grossesse, engendrer des problèmes là, au niveau de la mobilité. Le changement du centre de gravité
peut faire aussi que l'équilibre est un peu plus précaire là, plus on avance en grossesse. Alors ça, c'est des choses qu'on discute et qu'on surveille avec l'évolution de la grossesse. Si une patiente est non ambulatoire et une patiente est en fauteuil roulant, et soit qu'elle n'est pas ambulatoire du tout ou peu ambulatoire, on sait qu'il y a un petit peu plus de risque de thrombophlébite. La grossesse en elle-même accroît le risque de thrombophlébite parce qu'il y a une certaine stagnation, il y a certains facteurs de coagulation, une certaine stagnation au niveau des membres inférieurs. Il y a aussi des facteurs de coagulation qui sont augmentés, qui sont plus actifs là, en grossesse. Alors, quand il y a moins d'ambulation, à ce moment-là, il y a un peu plus de risque de thrombophlébite. Alors ça, c'est du cas par cas, mais c'est à discuter. Est-ce qu'on devrait donner une anticoaguloprophylaxie pendant la grossesse pour diminuer le risque de thrombophlébite? Alors ça, c'est quelque chose qu'on discute aussi avec les gens là, en médecine interne et avec la patiente pour savoir ce qu'on fait. Les médicaments qu'on peut prendre pour une anticoaguloprophylaxie en grossesse sont des médicaments qu'il faut s'injecter. Les médicaments qu'on peut prendre par la bouche pour le même usage sont contre-indiqués en grossesse. Alors, c'est des médicaments que les gens peuvent s'administrer en injection sous-cutanée. Souvent, ça fait peur là, au début, mais les gens s'habituent là, rapidement à se donner là, ces injections-là si on en a besoin. C'est un peu semblable là, à si quelqu'un a un diabète de grossesse et doit s'injecter de l'insuline. C'est le même principe. Ça se fait assez facilement là, en sous-cutanée. On l'a dit, il y a plus de risques d'infection urinaire en général en grossesse. Alors, pour toutes les femmes enceintes, il y a une culture d'urine qui est faite au premier trimestre et qui est faite à 28 semaines parce que la progestérone fait que la vessie se vide moins facilement. L'urine stagne plus pour tout le monde au niveau de la vessie. Ça accroît les risques d'infection urinaire. Comme tout le système urinaire est un peu moins efficace, il y a plus de risques aussi si on fait une infection urinaire que l'infection puisse monter au niveau des reins et causer une pyélonéphrite. Alors, c'est pour ça que même quand les gens sont asymptomatiques, on traite toutes les infections urinaires en grossesse et on fait d'emblée, avec les premières prises de sang, début de grossesse, on fait une culture d'urine et on refait une culture d'urine à 28 semaines. Chez les femmes qui ont une vessie neurogène, le risque d'infection urinaire est encore plus important. Alors, c'est pour ça qu'on va faire d'emblée des cultures urinaires régulières. Alors, on va faire des cultures urinaires une fois par mois. Et même s'il n'y a pas de symptômes, on va traiter les infections, même asymptomatiques. Alors qu'en dehors de la grossesse, les infections asymptomatiques ne sont pas nécessairement traitées, mais enceinte, comme il y a plus de risques de complications de l'infection urinaire, à ce moment-là, on va traiter. Si quelqu'un faisait une infection urinaire, s'il y avait une pyélonéphrite, ça peut aussi accroître le risque de travail prématuré. Alors, c'est pour ça qu'on traite d'emblée. Et si, quand on traite, on continue à ce moment-là la surveillance étroite. Et si quelqu'un se colonisait toujours, avait toujours des infections urinaires de manière répétée en grossesse, c'est là où on peut donner une antibioprophylaxie. Alors, une dose antibiotique à prendre tous les jours si on a des infections répétées pour diminuer le risque d'avoir une infection. Alors, ça, on ne le fait pas d'emblée. On va le faire vraiment s'il y a des infections là, qui sont répétées. Plus de risques de rétention urinaire aussi et d'incontinence. C'est facile à comprendre avec l'utérus qui pèse là, sur la vessie que ça peut accroître là, certains problèmes. Les autocathétérismes peuvent être plus difficiles, particulièrement en fin de grossesse, bien sûr, parce que l'utérus là, est dans le chemin pour se rendre là, pour faire le cathétérisme. Et aussi, juste à cause de l'enflure, ça peut être un petit peu plus difficile techniquement de faire les autocathétérismes, particulièrement en fin de grossesse. Plus de constipation en grossesse. Encore là, on met ça sur le compte là, de la progestérone. La progestérone fait que l'intestin réagit un peu moins bien. Alors, il ne faut pas hésiter là, à prendre des laxatifs de façon régulière en grossesse. Alors, beaucoup de patientes vont avoir besoin de laxatifs en grossesse. Tout dépendant du niveau de la lésion, il y a des cas où les patientes peuvent ne pas sentir leurs contractions. Alors, pour sentir les contractions, en fait, les contractions, les nerfs qui nous permettent de sentir les contractions, c'est innerver l'utérus par les racines au niveau de T10-L1. Alors, si une femme avait une lésion qui est plus haute que T10-L1, à ce moment-là, il y a une possibilité de... En fait, les gens ne sentiront pas là, leur contraction. Alors ça, c'est important à évaluer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'évaluer là, le niveau de la lésion. Si on avait une lésion qui est plus haute que T10-L1, particulièrement en fin de grossesse,
c'est important pour la femme d'être capable de palper son abdomen, de voir la différence quand il y a une contraction. À ce moment-là, les gens doivent être bien aux aguets aussi. Si le travail commençait, on pourrait avoir des pertes de liquide, une augmentation des pertes vaginales, des pertes sanguines. Alors, c'est des choses qu'on discute. Si on a une lésion qui est en haut de T6, là, on a un risque de dysréflexie autonomique. On va en reparler un petit peu plus loin là, dans la période intrapartum, on va reparler là, de la dysréflexie autonomique. Alors, quand on avance en grossesse, on va souvent demander l'avis du neurologue ou du neurochirurgien pour savoir est-ce qu'il y a une contre-indication à un accouchement vaginal, est-ce qu'il y a une contre-indication avec la condition au poussé. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'emblée de contre-indication à l'accouchement vaginal au point de vue neurologique ni au poussé, mais on aime toujours, là, par sécurité, s'en assurer avec les médecins traitants là, en neurologie ou avec le neurochirurgien. Consultation au besoin. Si une femme a une atteinte pulmonaire, on suit à ce moment-là conjointement avec le pneumologue. Si jamais il y a une restriction pulmonaire qui augmente en grossesse avec la compression de l'utérus, bien là, on voit quel est le meilleur temps pour intervenir le plus près du terme, tout en restant sécuritaire là, pour la mère. Urologie, particulièrement si les gens ont eu une reconstruction là, au niveau du système urinaire, au niveau de la vessie, à ce moment-là, on voit est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il peut y avoir un impact négatif ou non d'un accouchement vaginal. Infectiologie, si jamais une femme a des infections urinaires répétées, qu'on doit mettre une anticoaguloprophylaxie, dépendant de quels germes sont impliqués, on donne un antibiotique, bien sûr, qui est compatible avec la grossesse, et des fois, les infectiologues là, entrent en jeu pour nous aider à choisir le bon antibiotique. Consultation en anesthésie. Ça, on va en reparler de façon plus détaillée là, pour la période là, intrapartum. Alors ça, c'est extrêmement important. Même quelqu'un qui dit, moi, je voudrais accoucher là, naturel, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer là, pendant le travail. Alors, quand quelqu'un a une atteinte au niveau de la colonne, c'est très important d'avoir une consultation en anesthésie pendant la grossesse pour avoir fait notre plan clair pour le moment là, de l'accouchement. Autres professionnels de la santé qui peuvent être impliqués aux besoins, physiothérapeutes, ergothérapeutes pour aider à l'adaptation au retour à la maison, nutritionnistes aux besoins. Et il y a des organismes aussi qui peuvent donner un coup de main, là, particulièrement pour le retour à la maison. Alors moi, je ne connaissais pas ça, mais il y a une de mes patientes là, que j'ai eue cette année qui m'a parlé de Clinique Parents Plus et que je trouvais que c'était quand même, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes à l'écoute qui connaissaient ça. Moi, je ne le connaissais pas, mais je trouve que c'est quand même très bien. Alors, c'est à Montréal, c'est un organisme gouvernemental et à qui s'adressent les services. Alors, les services s'adressent soit aux parents, aux futurs parents ou aux grands-parents d'un bébé de 2 ans ou moins. Et il faut que soit le parent, le futur parent ou les grands-parents présentent une déficience motrice ou neurologique qui affecte la capacité à prendre soin du bébé. Et il faut que les gens habitent au Québec. C'est donc dire que bien que ça soit situé à Montréal, on peut communiquer, peu importe où est-ce qu'on est dans la province, avec eux. Et il y a une organisation qui va se faire là, pour l'aide à chacun dans leur milieu. Fait que je pense qu'il y a sûrement d'autres organismes, là, mais c'est celui-là dont une de mes patientes m'a parlé et que j'ai vérifié pour en connaître un peu plus. Et je trouve que c'est quand même bien intéressant comme possibilité. Alors, suivi intrapartum. Alors, ça, c'est ce que quelqu'un peut avoir l'air des fois là, en travail avancé. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart des patientes, l'accouchement vaginal va être possible. S'il n'y a pas de contre-indication à l'accouchement vaginal, on va s'orienter vers l'accouchement vaginal. On sait que les femmes qui ont une hydrocéphalie avec un Shunt, il n'y a pas d'indication de faire d'emblée une césarienne, à moins qu'il y ait une indication obstétricale. Sinon, on favorise l'accouchement vaginal. Alors, accouchement vaginal, s'il n'y a pas de contre-indication, qu'on peut accoucher par voie vaginale, on attend le travail spontané, à moins qu'il y ait une condition maternelle qui fasse qu'on doive intervenir avant, à moins qu'il y ait une détérioration au niveau de la fonction là, respiratoire. C'est possible aussi que ça soit plus facile de prévoir un déclenchement médical, particulièrement si on a une patiente qui reste un petit peu plus éloignée de l'hôpital, parce qu'on sait que les patientes
qui ont un spina bifida ou une hydrocéphalie vont pour la plupart accoucher là, en centre tertiaire. Alors, des fois, ils sont un peu plus loin là, de leur centre secondaire qui était près de chez elles. Alors, des fois, pour faciliter les choses, faciliter le transport, on va prévoir là, un déclenchement médical. Si on avait une femme qui a une lésion haute de la colonne, qui a de la misère, en fait, qui ne peut pas sentir ses contractions, des fois, ça peut être des patientes qu'on hospitalise en fin de grossesse pour une surveillance là, plus étroite si elle reste loin de l'hôpital. Alors, le travail, un petit mot là, sur le travail obstétrical. Le travail obstétrical, il y a 3 stades. Le premier stade, c'est le début des contractions. Le col est habituellement là, fermé ou ouvert de 2-3 cm quand le travail commence, jusqu'à la dilatation complète, alors jusqu'au temps où on soit prêt là, à pousser. Alors, le premier stade, c'est le début du travail jusqu'à temps qu'on soit à 10 cm ou prêt à pousser. Le deuxième stade, c'est la phase expulsive, alors de 10 cm jusqu'à la naissance de ce bel enfant qu'on voit ici. Une des choses qu'il faut penser, puis à l'hôpital, là, les infirmières sont habituées avec ça aussi, puis vont faire attention là, en installant la patiente pour pousser, mais c'est bien, particulièrement si la patiente est sous péridurale quand on l'installe, d'avoir évalué en pré-accouchement, d'avoir évalué pendant la grossesse quelles sont les limitations au niveau des mouvements. Alors, si une patiente accouche, probablement que ce qu'on voit le plus souvent là, à l'hôpital, c'est cette position-là pour accoucher. Il faut voir comment on est capable de mobiliser les jambes de la patiente, comment la patiente est capable de mobiliser ses jambes pour ne pas faire parce qu'une fois, si quelqu'un est gelé, on peut facilement bouger les jambes, des fois un peu trop, et à ce moment-là, ça peut laisser là, des problèmes subséquemment. Alors, c'est pour ça que c'est important là, de voir à quelle position on va pouvoir, là, la patiente va pouvoir s'installer pour pousser. Alors, ici, on voit que la patiente a les pieds sur des étriers. Par contre, on peut aussi avoir des étriers qui soutiennent toute la jambe. Alors, à ce moment-là, c'est facile. On n'a pas besoin de forcer là, pour avoir les jambes. Elles sont retenues là, par elles-mêmes. Alors, il faut faire attention quand on installe la patiente. Et ça, habituellement, c'est quelque chose là, qu'on a vérifié avant. Puis la patiente est bien au courant aussi là, de comment elle peut bouger ses jambes pour éviter là, d'avoir des blessures à la suite là, du positionnement. Si une femme avait, par exemple, une contre-indication pour pousser, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de faire une césarienne. Si on a une contre-indication pour pousser, quand on est au deuxième stade, particulièrement si on a une péridurale, parce que si une patiente accouchée naturelle, là, ce serait difficile les gens ont envie de pousser, puis ce serait difficile d'éviter de pousser. Mais si une patiente est sous péridurale, au deuxième stade, on peut laisser le bébé descendre par lui-même s'il y a une contre-indication pour pousser. Et quand le bébé est assez proche, si tout va bien, le cœur du bébé est beau, on peut laisser le bébé descendre 1 heure ou 2 heures dans le bassin et après ça, on peut faire une instrumentation. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut pas pousser qu'il faut nécessairement directement là, aller à une césarienne. Et le troisième stade, pour conclure, le troisième stade du travail, c'est la délivrance là, du placenta. Alors, une fois que le bébé est né, jusqu'à temps que le placenta s'expulse, c'est ce qu'on appelle là, le troisième stade du travail. Alors, s'il y a une césarienne qui est indiquée, soit parce qu'il y a une malprésentation du bébé, soit à cause d'une atteinte pulmonaire, à cause de pathologie au niveau du pelvis qui fait qu'on est mieux d'aller vers une césarienne, à ce moment-là, on essaie de planifier la césarienne à terme pour s'assurer que les poumons du bébé sont le plus matures possible. Mais bien sûr, s'il y avait une condition maternelle qui intervenait, là, qui est entrée en ligne de compte, à ce moment-là, ça se peut qu'on soit obligé de céduler avant 37 semaines. Alors, chez une femme qui aurait une hydrocéphalie avec un shunt, une chose importante à réfléchir, c'est que si on fait une césarienne, il faut absolument donner une antibioprophylaxie parce qu'une fois qu'on ouvre le ventre, il y a un peu plus de risque d'infection, particulièrement au niveau du shunt. Quand on fait une césarienne à une femme qui a un shunt, souvent on voit le shunt pendant l'intervention. Nous, on s'en tient le plus loin possible puis on essaie de ne pas le mobiliser. Mais comme on a toujours un risque d'infection intra-pelvienne quand on fait une césarienne, il faut donner là, des antibiotiques aux femmes qui ont une hydrocéphalie avec un shunt. Alors, c'est quelque chose auquel il faut penser. Alors, si on parle maintenant d'anesthésie et d'analgésie, alors, je vous l'ai dit, les racines nerveuses qui innervent l'utérus pour qu'on sente les contractions, c'est T10, L1. Et quand on arrive, alors ça, c'est habituellement ce qui rentre en jeu pour le premier stade du travail. Et le deuxième stade, quand la femme est complète avant d'accoucher, à ce moment-là, c'est des racines qui sont plus basses et c'est les racines S2, S4
qui vont faire que les gens sentent l'envie de pousser quand le bébé là, descend au niveau du bassin. Alors, on va parler de l'anesthésie et de l'analgésie pour l'accouchement vaginal et pour la césarienne. Alors, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un veut accoucher naturel, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais particulièrement chez les gens qui ont une atteinte de la colonne, il faut avoir en antépartum, en fait, pendant la grossesse, vu quelles sont les options s'il y avait un problème au niveau de l'accouchement vaginal ou si quelqu'un veut simplement un soulagement. Même chose si jamais là, on a une césarienne. Alors, quand on parle de l'anesthésie et de l'analgésie, il y a toujours une chose qu'il faut penser en obstétrique, c'est que oui, on veut soulager la mère, mais il faut aussi penser que tout ce qu'on donne à la mère passe chez le bébé. Et comme le bébé, dès la naissance, doit se mettre à respirer, il faut faire très attention à ne pas donner des choses qui vont là, jouer trop sur les centres respiratoires du bébé. Alors, ce qu'il faut principalement éviter, c'est les narcotiques. La plupart des narcotiques ont une action assez longue, que quand on le donne à la mère, ça passe au bébé et le bébé peut avoir sa respiration qui est supprimée. Mais on va voir, on est chanceux, on a quand même un narcotique là, qui a une durée de vie très courte qui peut nous aider. Alors, si une femme veut une anesthésie péridurale, d'emblée, il faut savoir que le spina bifida n'est pas une contre-indication à l'anesthésie péridurale. Par contre, la technique peut être plus difficile. Des fois, ce n'est pas possible de la faire. Alors, les femmes doivent être évaluées pendant la grossesse par l'anesthésiste, leur dos est examiné et on voit est-ce que ça semble être possible ou non. Si c'est possible, c'est ce que la femme veut, tant mieux. Sinon, il faut voir quelles sont nos autres alternatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut arriver qu'avec la technique de la péridurale, même si la technique a fonctionné, que le soulagement peut être un peu moins bon quand quelqu'un a déjà eu une chirurgie au niveau de la colonne, parce que la distribution du médicament dans l'espace péridural peut être un peu moins bonne. Si on a eu une chirurgie, on peut avoir des adhérences qui fait que le médicament ne se répand pas aussi bien qu'on le voudrait. Alors, l'hydrocéphalie avec Sean n'est pas une contre-indication là, pour une anesthésie péridurale. Il faut aussi voir ces patientes-là aux anesthésistes en cours de grossesse, mais il n'y a pas de contre-indication si une femme veut une péridurale. Alors, la péridurale, c'est vraiment une injection de médicaments dans l'espace épidural et c'est là que s'il y a des adhérences, le médicament peut parfois moins bien se distribuer et c'est ce qui peut amener là, à un moins bon soulagement. Ce qui est fait aussi, c'est qu'il y a un cathéter qui est laissé dans l'espace péridural, ce qui permet au fur et à mesure d'avoir une injection de médicaments au fur et à mesure que le travail progresse pour que la femme soit soulagée dès le début de la péridurale et ce jusqu'à l'accouchement. Alors, une fois que l'épidural est fait, le cathéter est bien fixé là, au niveau du dos de la femme et pendant le travail, il y a une perfusion continue d'analgésique qui est donnée. Ça a un effet surtout local. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de répercussion là, vraiment pour le fœtus sur ses centres respiratoires. Et l'infirmière peut ajuster là, la dose de la perfusion, donner des bolus au besoin si la femme devient plus souffrante. Si on n'a pas accès à la péridurale, si on ne veut pas de péridurale, mais on veut quand même un soulagement, il y a un narcotique qu'on peut donner qui est du fentanyl. Alors, c'est un narcotique qui est quand même assez efficace. Et la beauté de la chose avec le fentanyl, c'est que ça a une très courte demi-vie. Alors, bien que ça passe au bébé, le bébé l'élimine rapidement, comme la mère d'ailleurs. Et à ce moment-là, on ne craint pas d'avoir une dépression respiratoire chez le bébé. Alors, quand on a une perfusion de fentanyl, les gens ont un soluté, ont une pompe et peuvent s'auto-administrer le fentanyl au besoin pour le soulagement pendant le travail. Quelles sont les autres alternatives? On peut avoir ce qu'on appelle un bloc honteux. Un bloc honteux, c'est une anesthésie locale, en fait régionale, qu'on fait au niveau du nerf honteux. Et ça soulage vraiment pour la période quand les femmes poussent, ça soulage vraiment juste pour la période où le bébé passe au niveau vaginal et au niveau vulvaire. Alors, le bloc honteux, les gens vont sentir quand même leur contraction, mais l'accouchement, le fait que le bébé distende les tissus au niveau vaginal et au niveau vulvaire, est moins inconfortable avec le bloc honteux. Alors, le bloc honteux, ça se fait quand une femme est complète et que le bébé là, est près de naître.
Sinon, si une patiente n'a pas eu d'analgésie ou d'anesthésie, on peut geler localement. Entre autres, s'il y a eu une déchirure là, pour réparer, on gèle localement. Il y a d'autres possibilités, immersion dans l'eau, quand une femme peut se mobiliser, des fois en se mobilisant, les douleurs là, sont mieux tolérées. Massage, point de pression. Il y a des techniques qui sont utilisées là, comme injection d'eau stérile là, au niveau du dos, des papules d'eau stérile qui peuvent libérer un peu d'endorphine et faire que les contractions sont mieux tolérées. Il y a des gens qui vont aimer prendre les TENS et que ça va les aider. Et il y a aussi plusieurs techniques de relaxation. Les gens, souvent, vont prendre des cours prénataux. Il y a des techniques de relaxation. Il y a des gens qui font l'hypnose. On appelle ça l'hypnonaissance. Alors, il y a plein d'autres possibilités aussi pour le soulagement de la douleur là, en travail. Alors, si une femme a besoin d'une césarienne, si la patiente est déjà sous péridurale, à ce moment-là, la césarienne va se faire sous péridurale. Quand on accouche avec une péridurale, on a une certaine dose de médication qui fait qu'on est quand même capable de faire des efforts expulsifs là, pour pousser, pour accoucher. Si on a une césarienne, à ce moment-là, les anesthésistes, avec la quantité de médicaments qu'ils donnent, vont donner une quantité un peu plus grande qui va faire que les gens ne s'en tireront pas du tout là, pour la césarienne. Si quelqu'un n'était pas déjà sous péridurale, si par exemple quelqu'un a un bébé en siège puis qu'il faut une césarienne, ou si quelqu'un a une atteinte là, au niveau urinaire qui fait qu'on ne devrait pas tenter un accouchement vaginal, à ce moment-là, ce qui peut être fait, si c'est possible, c'est ce qu'on appelle une rachie. Alors, une rachie, c'est un peu le même genre de technique que la péridurale, c'est juste que le médicament n'est pas injecté là, exactement au même endroit. Quand on injecte la médication, c'est bon pour 2 heures, puis après ça, les gens là, dégèlent. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas utilisé pendant le travail. L'autre chose, quand on a une rachie, ça donne un bloc moteur complet. Alors, c'est pour ça là, que ce n'est pas utilisé pendant le travail non plus, parce que les gens ne seraient pas capables de pousser. Si une patiente a une contre-indication, c'est quand on fait l'arachie, quand les anesthésistes font l'arachie. Si une patiente a une contre-indication à avoir une procédure là, comme la péridurale ou l'arachie, à ce moment-là, la césarienne se fait sous anesthésie générale. Je vous l'ai dit, tous les médicaments qui sont administrés à la mère passent chez le bébé. Alors, quand on a une césarienne sous anesthésie générale, on s'installe complètement, tous les champs sont prêts, on est prêt à commencer l'intervention. Alors, une fois que la mère est endormie, tout a déjà été placé avant. Alors, dès que la mère est endormie, on commence l'intervention. Une césarienne, ça peut durer au total en 20 minutes, à peu près en moyenne, probablement entre 20 minutes et 45 minutes. Mais ce qui est long dans la césarienne, c'est plutôt faire la fermeture de la césarienne. Pour arriver au bébé, habituellement, là, on arrive au bébé dans les premières minutes, voire dans les 5 premières minutes là, du début de l'intervention. Alors, tout ça pour dire que les bébés ont normalement pas le temps d'être endormis quand on fait une césarienne. Les pédiatres sont toujours en salle au cas où les bébés aient besoin d'un support ventilatoire après à la naissance, en fait. Mais la plupart du temps, là, ce n'est pas une problématique parce que c'est assez rapide pour sortir le bébé. Alors, il n'y a pas le temps de se faire endormir comme sa mère. Juste un petit mot pour la dysréflexie autonomique. La dysréflexie autonomique, c'est pour des gens qui auraient une lésion qui est supérieure au niveau T6. À ce moment-là, dès qu'il y a une stimulation sous le niveau de la lésion, par exemple, si une femme a des contractions, s'il y a des examens vaginaux, ça peut déclencher un épisode de dysréflexie autonomique. La dysréflexie autonomique, c'est un épisode d'hypertension tout ce qui est en haut de la lésion, il y a un épisode d'hypertension. Alors, les gens peuvent avoir un mal de tête là, rapide, soudain, venir là, très rouge, avoir des douleurs thoraciques aussi. Et ça, c'est une urgence là, médicale parce que ça peut causer là, des complications au niveau cérébral, complications au niveau cardiaque. Alors, on sait que si une personne a une lésion à un niveau supérieur à T6, il y a ce risque-là. En travail, c'est un risque important d'avoir une dysréflexie autonomique à cause des douleurs là, liées aux contractions, aux examens vaginaux. Alors, comment remédier à ça? C'est d'y aller avec une péridurale précoce. Alors, les gens qui sont à risque de dysréflexie autonomique devraient avoir une péridurale précoce. Si on ne peut pas avoir de péridurale précoce parce qu'on ne peut pas faire la technique, du côté de l'anesthésie, à ce moment-là, c'est à considérer d'aller plutôt vers une césarienne sous anesthésie générale pour diminuer là, le risque de cette complication-là. Alors, 3 stades de travail, on en a parlé.
cathétérisme au besoin, c'est important. Si la vessie se distendait trop en travail, ça peut donner des complications un peu plus importantes là, après l'accouchement. C'est un peu plus difficile de reprendre la fonction au niveau vésical, fait que c'est important de faire des cathétérismes au besoin. Il y a aussi un 4e stade de travail. On parle souvent de 3 stades de travail, mais les 2 heures qui suivent l'accouchement, la patiente est surveillée de près là, par l'infirmière qui est au chevet. Et une des choses qu'il faut surveiller aussi quand on vient d'accoucher, c'est la distension vésicale. Alors, si les patientes ne sont pas capables de vider facilement leur vessie, il va y avoir des cathétérismes aussi qui vont être faits dans cette période-là pour s'assurer que la vessie ne se distende pas trop. Un petit mot en finissant sur les recommandations postpartum. Alors, mobilisation précoce, on l'a dit, il y a plus de risques là, de thrombophlébite en grossesse. Alors, pour tout le monde, on recommande une mobilisation précoce. Encore là, si on a une femme qui est non ambulatoire, qui est en fauteuil roulant, on voit est-ce qu'il faut donner là, une anticoaguloprophylaxie. Si c'est le cas, l'anticoaguloprophylaxie est normalement poursuivie pour quelques semaines postpartum parce que jusqu'à 6 semaines postpartum, on a encore nos hormones de grossesse qui font qu'on est plus à risque là, de faire des phlébites. L'autre chose, l'allaitement, si quelqu'un là, certaines personnes vont avoir là, à cause de leur handicap physique un peu plus de misère là, à bien installer le bébé pour allaiter. À ce moment-là, on a des conseillères en allaitement là, qui peuvent aider et adapter là, les différentes positions pour l'allaitement. Alors, pour toutes les femmes, là, l'allaitement est encouragé. Alors, bien sûr, avant de quitter l'hôpital, on discute de la contraception. Alors, pour les femmes qui allaitent, on peut prendre une contraception avec progestérone. Pour les femmes qui n'allaitent pas ou quand on allaite puis que la montée laiteuse est très bonne, après plusieurs semaines, on peut commencer les contraceptifs là, estrogène, progestérone là, habituels. Il y a maintenant les implants, le stérilet et le condom qui est toujours là. Ça, c'est juste un petit mot pour vous dire qu'avant d'être libéré de l'hôpital, ben, pour la contraception est discutée et prévue. Et normalement, les femmes sont revues là, 6 à 8 semaines après l'accouchement pour l'examen, s'assurer que tout s'est replacé là, normalement. Et bien sûr, avant d'avoir son congé de l'hôpital, les différents conseils sont faits. Alors, en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les femmes qui ont un handicap physique, dans la grande majorité des cas, la grossesse est quelque chose qui est possible. C'est bien d'avoir une évaluation pré-grossesse. Quand on est évalué en pré-grossesse, ben, ça permet, là, s'il y a des choses à évaluer, ça permet de les évaluer et ça permet d'avoir une meilleure idée pour chacune des femmes de leur propre risque là, lié à une grossesse future. Il ne faut pas oublier la prise d'acide folique. Pour tout le monde, la prise d'acide folique 3 mois pré-grossesse et pour le premier trimestre. Pour les femmes qui sont à haut risque d'avoir un fœtus avec une anomalie du tube neural, 4 à 5 mg, aussi le 3 mois pré-conception et au premier trimestre. Et c'est sûr que c'est toujours, ce que je vais présenter, c'est les grandes lignes, mais c'est sûr que le suivi là, doit toujours être individualisé. Alors, le suivi de grossesse, le suivi d'accouchement et le suivi là, en postpartum doit être individualisé là, pour chacune des patients.